Monsieur, c'est un très grand honneur pour le Forum Nîmois Charles Gide de vous accueillir ce soir à Nîmes, l'Académie de Nîmes, qui a reçu ses lettres patentes dès 1687, a déjà eu l'honneur d'accueillir 12 ou 3 des membres de l'Académie française, le dernier en date étant le tout récent élu Dany Laferrière, qui était ici dans ce même lieu le lundi 19 octobre dernier. Sa présidente de l'Académie, de notre Académie, aurait vivement souhaité vous recevoir aussi, mais vous ne pouviez pas, demain vendredi, jour canonique et immuable de nos réunions. C'est donc à notre forum, et j'en suis très heureux, qu'échoit l'honneur de recevoir un autre membre éminent de l'Académie française. Vous êtes né docteur, monsieur l'ambassadeur, monsieur l'académicien, on ne sait plus comment vous appeler finalement, il y a 56 ans, ce qui fait de vous sans doute un des plus jeunes membres. 66. Hein 66. 66 ans. Ah, ce qui ne fait plus de vous. Pardon, excusez-moi, il faut bien un peu rigoler. Hein. Ce qui ne fait plus de vous un des plus jeunes académiciens, comme je l'ai pensé au début. Je me suis permis de regarder d'un peu plus près. Vous occupez le fauteuil numéro 28, celui dont le premier occupant fut Guès de Balzac et qu'occupa Sainte-Beuve, et pour finir, évidemment, votre prédécesseur Henri Troyat. Vous avez été élevé par vos grands-parents, et notamment un grand-père médecin qui vous a sans doute donné le goût de la médecine. Vous vous êtes spécialisé en neurologie à la Salpêtrière avant de devenir médecin des hôpitaux en psychiatrique. C'est alors que votre carrière a bifurqué vers la médecine humanitaire. Vous avez été un des pionniers de Médecins sans frontières, avez dirigé de nombreuses missions, Nicaragua, Rwanda, Afghanistan, Philippines, les Balkans, en même temps que vous deveniez successivement directeur médical, puis président d'Action contre la faim, étant d'ailleurs en même temps administrateur de la Croix-Rouge. C'est durant cette longue appartenance à Action contre la faim que vous avez œuvré en Haïti, cher, comme vous le savez maintenant, au cœur de ma femme et de moi-même. Vous y étiez juste un an avant le séisme, après le séisme, qui fit 300 000 morts. Vous étiez pour un appel longtemps et vous aviez alors prononcé une phrase qui, à l'époque, a fait le buzz, comme on dit aujourd'hui. Cette phrase, c'est « Les Haïtiens n'ont pas besoin de notre pitié, mais de notre soutien ». Et je vous avouerai que ma femme et moi l'avons utilisé souvent dans nos discours pour vendre des tableaux et récupérer ainsi des fonds pour nos écoles. Mais tout en poursuivant cette intense action humanitaire, vous aviez trouvé le moyen de suivre les études de l'Institut d'études politiques à Paris, en même temps que cette carrière donc de médecin humanitaire, ce qui vous a conduit à être plusieurs fois dans des cabinets ministériels, dont celui de Maluret, au droit de l'homme, puis de François Lothar à la Défense. Cela vous a ensuite amené à passer une assez longue période au Brésil, et l'on peut penser que c'est pendant ce séjour que vous avez imaginé l'intrigue de Rouge Brésil. Je passe rapidement sur vos enseignements à Sciences Po, à Paris 13, et même au Collège interarmé de défense, de directeur à l'IRIS, pour en venir à votre poste d'ambassadeur au Sénégal et en Gambie, que vous occupez à partir de 2007, sur proposition de Bernard Kouchner. Mais vous menez en même temps une carrière assez dense d'écrivain. Vos séjours d'hiver, dans des pays souvent difficiles, vous avez permis d'obtenir dès 1997 le prix Goncourt du premier roman avec L'Abyssin, puis le prix Interallié avec Les Causes perdues et le prix Goncourt pour le fameux Rouge Brésil. Vous vous réservez, dit-on, à l'écriture chaque année en vous retirant dans un coin du massif du Mont-Blanc. Si je ne me suis pas trompé, vous avez écrit 19 romans. J'ai cité L'Abyssin, Rouge Brésil, il y a eu aussi Katiba, dont moi j'avais admiré en 2010 le caractère anticipateur, Checkpoint en 2015, et puis Le Suspendu de Conakry, qui est un thriller publié en 2018. Votre tout dernier livre, en date, qui paraît chez Gallimard ces jours-ci, a pour titre « Les 7 mariages d'Edgar et Ludmilla ». Voilà, cher Jean-Christophe Ruffin, cher académicien, j'ai quand même réussi à en terminer avec une carrière d'une diversité et d'une richesse inouïe. Je suis ébahi devant une telle productivité littéraire avec une carrière aussi dense. Votre itinéraire est en effet peu banal. Je ne crois pas avoir rencontré à ce jour ou connu un écrivain qui eut par ailleurs autant d'activités diverses. Je crois qu'une vie aussi riche enrichit bien sûr celui qui la vit, mais aussi est très enrichissante pour tous ceux qui le croisent
et font un bout de chemin avec lui. Vous êtes encore jeune, même si je me suis trompé tout à l'heure sur votre âge. Quel travail aura celui qui, entre 2050 et 2070, vous succédera au fauteuil 28 de notre Académie française? Vous avez la parole. Moi, quand je suis né, je suis né dans une ville du centre de la France qui s'appelle Bourges. Après la guerre, en 1952, Bourges était une ville très chargée d'histoire, comme la vôtre, mais c'est une ville qui avait fait un certain nombre de choix bizarres. Les maires successifs à Bourges avaient refusé le progrès, ou ce qui se présente comme tel. Donc le train, quand il s'était agi de faire une ligne de train, les maires de Bourges ont dit « faites pas ça ici, ça va faire des cochonneries ». Donc le train passe par Vierzon et pas par Bourges. Et quand les usines Michelin se sont installées, ils ont refusé aussi qu'elles viennent chez nous, etc. Donc cette ville, finalement, a peut-être manqué un certain nombre de rendez-vous avec la modernité, mais elle a eu finalement la chance, parce qu'au fond c'est une chance, de rester au fond conforme à ce qu'elle était au cours des siècles. Donc c'est quand je suis né, eh bien nous habitions dans une maison au pied de la cathédrale, et périodiquement on venait tourner des films historiques dans notre rue, parce qu'il n'y avait pas besoin de changer quoi que ce soit. Vous pouviez mettre Marie-Antoinette au milieu de la rue, c'était tout à fait crédible, ça n'avait pas changé, et même depuis bien plus longtemps. C'est-à-dire que la seule présence au fond du monde, dans cette ville qui était très endormie après la guerre, la seule présence du monde se présentait à mes yeux, aux yeux d'un enfant, sous les traits de l'histoire finalement, de la grande histoire, de cette histoire qui était passée par là, qui avait laissé un certain nombre de traces, notamment cette cathédrale, trop grande pour la ville finalement, et qui ne s'explique que par la position particulière du Berry dans la France médiévale. L'histoire était passée dans les atteintes d'ailleurs à cette cathédrale qui avait été ravagée notamment par les guerres de religion, avec des statues décapitées, etc., dont nous retrouvions d'ailleurs quand nous faisions des travaux dans la maison. Chez nous, on retrouvait des têtes de ces rois décapités qui étaient utilisés comme moellons pour la construction des maisons autour. Ça aussi, c'était une trace de l'histoire. Et puis, bon, à travers d'autres vicissitudes du temps, tout récemment, puisque c'était juste avant ma naissance, 7 ans finalement avant ma naissance, très peu de temps finalement, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, qui avait laissé une trace très particulière et qui était invisible, mais visible concrètement, mais visible dans les esprits, c'est-à-dire la ligne de démarcation, la limite entre zone libre et zone occupée, qui passait par le centre et qui passait en particulier tout près de notre ville. Ce qui fait que quand je suis né, mon grand-père qui m'avait recueilli d'une certaine manière à la suite de différents familiaux, mes grands-parents, au fond, étaient les rescapés de cette époque. Et cette histoire qui était passée, qui n'était plus là, les Allemands n'étaient plus là, la ligne de démarcation n'existait plus, mais pour un enfant, c'était très présent. Et mon grand-père était une sorte de témoin vivant de cette histoire passée tout près de nous, puisqu'il avait été déporté, il était médecin et il cachait des gens qui passaient en zone libre. Vous savez qu'il y avait des réseaux, donc il faisait partie de ces maisons qui abritaient les aviateurs, les juifs qui fuyaient les persécutions, les résistants, etc., qui passaient en zone libre. Ils étaient abrités à la maison et des passeurs venaient les chercher pour leur faire franchir la ligne. Et ils l'avaient payé évidemment très cher, puisque des voisins bien intentionnés l'avaient dénoncé, et qu'il avait passé 2 années de captivité très dure dans le camp de concentration de Buchenwald. Donc l'histoire était là. Et pour un enfant, dans cette période très sombre, moi j'ai des souvenirs de mon enfance comme une période très sombre, c'est plus le cas aujourd'hui. Surtout, ne me faites pas dire que Bourges est une ville triste et sombre, c'est pas vrai, tout ça a beaucoup changé. Bon, elle n'est certainement pas aussi lumineuse que Nîmes, mais enfin, elle a beaucoup de charme aussi. Mais à cette époque-là, c'était comme ça. Et au fond, l'histoire était un support pour moi du rêve, de la... tout ce que je n'obtenais pas, si je puis dire, de vie dans la vraie vie, était proposé par l'histoire. Et c'est vrai que l'écrit
était une forme très importante, une dimension très importante de ce que j'avais autour de moi, parce que mon grand-père était médecin, et la médecine à l'époque était une discipline littéraire au fond. C'était encore l'époque où la médecine était une branche des humanités, ce qu'on appelait les humanités. On enseignait le grec, le latin, les médecins étaient des lettrés. Vous vous souvenez du temps où Rabelais devenait médecin tout simplement parce que c'était un humaniste et qu'il était au fond apte à lire et à comprendre les textes des grands médecins de l'Antiquité. Donc moi j'ai été fasciné petit par une médecine qui n'était plus du tout celle d'aujourd'hui, qui était une médecine, mais je ne le savais pas. Tout ce que je voyais, c'était ce vieil homme, mon grand-père, qui consultait encore, qui recevait des patients, on voyait des ombres, on me cachait parce qu'il ne fallait pas que je fasse de bruit, et puis on voyait passer ces ombres et ces patients. Mais je ne savais pas ni ce qu'il leur disait, ni ce qu'il leur faisait, bien entendu. Et j'imaginais ce métier comme une sorte de porte ouverte, justement, sur le monde. Et tout naturellement, quand il s'est agi de choisir une voie, eh bien, c'est celle-là que j'ai choisie. Mais entre-temps, évidemment, les choses avaient changé. Du temps de mon grand-père, il y avait pratiquement pas, la médecine n'était pratiquement pas un métier actif. C'est resté vrai d'ailleurs pour certaines disciplines. Moi, je me souviens d'avoir eu un maître en neurologie qui nous disait la thérapeutique ne fait pas partie de la médecine. Bon, pour lui, c'est vrai que la neurologie de l'époque c'était à peu près ça, parce qu'il n'y avait pas de traitement. Maintenant, aujourd'hui, ça a changé. Mais c'était une autre discipline, la médecine. C'est-à-dire que les médicaments existaient peu. Les antibiotiques étaient apparus peu de temps avant. La chirurgie était quand même assez sommaire. Par exemple, ma grand-mère, pendant la guerre, avait fait une embolie pulmonaire, parce qu'à la suite d'un accident de voiture, elle avait eu une phlébite, elle avait fait une embolie pulmonaire. Eh bien, le traitement avait consisté à l'envelopper dans des draps mouillés, froids. Vous voyez, bon, ça a un peu changé, heureusement. Mais c'était la médecine. Et quand mon grand-père me soignait, où j'étais petit, il préférait écouter les poumons en mettant un mouchoir. Vous savez, poser un mouchoir sur le thorax, puis il écoutait comme ça. Bon, on était plus près peut-être de Molière que de la médecine d'aujourd'hui, mais c'est ça que j'ai choisi. Et c'est à ça que je pensais finalement aboutir, et c'est ça que je pensais trouver. Puis naturellement, les choses évidemment ne se sont pas passées comme ça. Heureusement. Parce qu'aujourd'hui, tant mieux si les choses ont progressé. Mais elles ont progressé, mais elles ont aussi perdu une part de leur sens. Et quand j'ai rencontré finalement la réalité de ce métier, eh bien, je ne dirais pas que j'ai été déçu, mais en tout cas, je n'y ai pas trouvé ce que j'y cherchais. La littérature avait disparu, c'est-à-dire que la littérature médicale, la littérature clinique, était quand même autrefois une véritable littérature. Il y avait de très très belles descriptions cliniques, classiques. Moi j'ai encore passé l'internat napoléonien, puisque la réforme a eu lieu après, dans laquelle on apprenait les questions d'internat, mais enfin, ça n'avait plus qu'un rapport assez lointain avec la littérature. Il y avait encore quelques disciplines, je pense à la phénoménologie d'Henriet, par exemple en psychiatrie, qui était écrite qui s'exprimait comme ça de façon extrêmement brillante, mais enfin la médecine était devenue plutôt un champ scientifique. Et donc, en tant que telle, si vous voulez, toute cette dimension littéraire, cette dimension humaniste qui était celle que je pensais trouver, n'y était plus. Donc c'était une sorte de rendez-vous manqué avec, pas avec une vocation, mais en tout cas avec un monde qui avait changé, encore une fois pour le meilleur certainement, mais qui n'était plus celui que j'attendais. Vous m'entendez bien? Oui. Au fond, là-bas, ça va? Ok. Je vais vous interroger, hein, attention. Et non, donc voilà. Alors, je raconte ça parce que ça explique une sorte d'insatisfaction pour moi qui était constitutive en fait de la rencontre avec ce métier. Et encore une fois, ça n'est pas une critique, c'est une chose qui s'est imposée comme ça petit à petit.
Il y avait un deuxième aspect qui me manquait, c'était l'aspect d'engagement. Parce que finalement, moi je pensais en choisissant ce métier que je trouverais ce que mon grand-père y avait mis aussi, c'est-à-dire l'engagement. Les médecins autrefois étaient engagés, ils étaient engagés même parfois dans des circonstances difficiles, tragiques des guerres notamment, ils étaient engagés au sens propre, c'est-à-dire qu'ils se retrouvaient au front, ou ils se retrouvaient comme déportés s'ils s'engageaient. Enfin, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la présence dans le monde extérieur finalement. Et en entrant dans cette carrière, j'y ai trouvé plutôt une voie vers une forme de sédentarité professionnelle, je dirais, puisque j'ai passé l'internat de Paris très jeune, j'avais 23 ans, et je me suis retrouvé dans un hôpital, et avec tout ce que ça peut avoir de fascinant. À l'époque, on n'était pas très nombreux. La nuit, dans un hôpital parisien, il y avait voire pour les très grands hôpitaux, 2 internes de garde. La Salpêtrière, par exemple. Mais enfin, dans l'ensemble, on était seuls. Et je me souviendrai toujours, la première garde que j'ai faite, les autres sont partis, je sais pas, 5 heures de l'après-midi, et puis moi j'ai mis mon manteau, il m'a dit non, toi tu restes. Et je suis resté là, j'avais 23 ans, et les quarts de police secours ont commencé à m'amener tous les gens qui ramassaient dans les rues, chez eux, etc. Et j'étais seul, donc il fallait se débrouiller. Alors je pouvais appeler quelqu'un, etc. Mais enfin, on ne dérangeait pas non plus nos aînés comme ça, il fallait d'abord traiter la plupart des cas. Et j'étais donc confronté à quelque chose d'assez dur, mais qui me préparait à vivre une vie professionnelle sédentaire finalement, c'est-à-dire à rester toujours dans un hôpital, dans un cadre technique qui était celui des fameux plateaux techniques, Madame Dufoy connaît bien ça, qui étaient en train de se développer, qui ont donné d'ailleurs leur lettre de noblesse et leur efficacité aux hôpitaux d'aujourd'hui. Mais ça ne me plaisait pas, je n'aimais pas cette idée-là. Et au fond, c'est souvent le hasard qui sert à changer, vous savez. Et moi, le hasard avait pris les traits de l'armée, puisque je suis parti faire mon service militaire, et les militaires se sont trompés, ça arrive. Joseph Kessel avait raconté qu'il avait rempli un formulaire comme ça quand il s'est engagé, avec marqué « journaliste ». Et les militaires avaient lu « journalier », donc il a cassé des cailloux pendant 6 mois. Donc il peut arriver qu'il y ait des erreurs. Moi j'avais demandé à faire de la neurologie et ils m'ont mis dans une maternité à Sousse en Tunisie. Donc j'ai fait des accouchements pendant tout mon service militaire. J'avoue que je ne m'attendais pas forcément à ça. Ça ne m'a pas donné une vocation particulière pour l'obstétrique, mais enfin ça m'a apporté quelques notions dans ce domaine, et ce qui fait qu'aujourd'hui je peux dîner à côté d'une femme enceinte sans avoir peur. Mais ça ne va guère au-delà, si vous voulez. Et l'avantage l'apport pour moi de cet épisode-là, c'est que finalement, ça m'a donné l'occasion de voir qu'au fond, il n'y avait pas que la médecine technique française, parisienne en l'occurrence, puisque j'avais passé l'internat de Paris, qui était possible, mais qu'il existait des formes de médecine différentes, et notamment dans des pays où les choses se passaient de façon plus sommaire, moins technique, et plus proche sans doute de la vocation qui était au départ la mienne. Et il s'est passé une sorte d'inversion, de pivotement dans mon esprit, parce que je suis arrivé en Tunisie avec, au fond, l'attitude d'un étudiant en médecine conforme à ce qu'on nous apprenait, c'est-à-dire que je pensais qu'en gros, mon métier consistait à différencier les maladies, qu'il y avait des maladies différentes, il fallait les différencier, et puis que l'humain, en revanche, était à peu près le même partout. Vous voyez, et puis en pratiquant la médecine, l'accouchement en terre d'islam comme ça et tout, c'était rude, hein, c'était très dur, on a très peu de matériel, etc. C'était dur, c'était très dur. Et je me suis rendu compte que là, c'était tout à fait le contraire, c'est-à-dire que les maladies étaient peu ou prou les mêmes partout, bon, à des exceptions près, mais enfin en gros c'est ça, et que ce qui changeait c'était l'humain, c'est-à-dire que cette dimension humaine, cette dimension de la personne qu'on a en face de soi, et non pas seulement du malade, si vous voulez, mais de la personne, de sa personnalité complète, sa culture, son histoire, etc., tout ça, évidemment, était extraordinairement divers dans le monde, et qu'il y avait là un champ passionnant
à la fois d'observation et d'action. Donc en rentrant, je me suis dit, je voulais continuer. Et là, miracle, hasard, encore des hasards dans la vie, c'est ça, c'est que c'est la période où s'est développé en France ce mouvement humanitaire qu'on appelle Sans frontières, peu importe, mais qui a été créé à ce moment-là. Et qui a été créé, très exactement un peu avant, 1971, à la suite de la guerre du Biafra, qui était une guerre assez bizarre, puisqu'elle ne cadrait pas finalement avec la lecture est-ouest du monde, qui était celle de l'époque. Et cette guerre avait donc donné lieu à une sorte de confusion, puisqu'il y avait beaucoup d'aide humanitaire, notamment par la Croix-Rouge, qui arrivait sur l'île qui est en face du Biafra, l'île de Fernando-Po, qui s'appelle Malabo aujourd'hui. Il y a beaucoup d'aide, beaucoup de moyens, mais ces moyens ne parvenaient pas aux victimes parce que le droit en empêchait de l'apporter. Parce que tout simplement le gouvernement du Nigeria refusait cette aide et par conséquent il était impossible de l'apporter. Et c'est à la suite de ça que des médecins français ont créé donc ce concept de médecins sans frontières. Mais sans frontières, c'était l'idée de traverser des frontières au nom d'un impératif moral et d'opposer morale et justice, d'une façon qui se réfère à l'éthique médicale plus qu'au droit international. Donc moi j'ai rejoint le mouvement à ce moment-là, et je dois dire que c'était un hasard complet parce que ça rejoignait ma propre perception des choses. Et c'est vrai qu'à l'époque, les organisations en question étaient minuscules, c'était des choses complètement embryonnaires. Médecins sans frontières, que je l'ai rejoint, c'était 2 petites pièces dans le 12e arrondissement de Paris, dans le désordre le plus complet, tout le monde faisait tout, c'est-à-dire pas grand-chose, et puis voilà, des missions pour lesquelles on n'était pas préparé du tout, enfin, une sorte de confusion générale qui était au fond un outil qui était en pleine création, on ne savait pas ce qu'on faisait finalement, mais comme souvent, derrière ça, au fond de ça, il y avait une intuition extrêmement féconde et extrêmement adaptée au monde tel qu'il était en train de changer. C'est-à-dire que même si ce n'était pas encore efficace, c'est ce qu'il fallait faire à ce moment-là. C'est-à-dire que dans une période, c'était la fin de la guerre froide, où le monde était en gros gelé, c'est-à-dire qu'il était impossible à une armée d'aller se déployer dans tel ou tel secteur, etc., parce qu'il y avait cet équilibre fragile du monde, eh bien, ces organisations trouvaient une liberté extraordinaire. Et c'était aussi une époque particulière, car une époque de notre continent. Parce que, et ça c'est une dimension, je voudrais insister là-dessus, parce que nous aimons bien dire qu'on a inventé les droits de l'homme, qu'on a inventé l'humanitaire, etc. C'est vrai, la France a porté beaucoup de choses. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que finalement, entre les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle et le XXe siècle, la deuxième partie du XXe siècle, quand sont apparues ces organisations, pendant toute cette période, l'Europe était le territoire de la guerre. C'était nous qui avions besoin d'aide, c'était nous qui avions les épidémies, qui avions les crises alimentaires, qui avions les guerres, les conflits les plus durs. Et donc ce continent, le nôtre, a été pendant très très longtemps un continent il n'y a pas de misère, mais en tout cas qui a vécu des drames considérables, qui a fait que notamment les Américains sont venus périodiquement apporter de l'aide ici. Et c'est finalement seulement à partir de la fin des années 60, début des années 70, donc c'est pas un hasard si ça correspond à la naissance de ces organisations, que notre continent, qui était sorti de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait connu les 30 Glorieuses et qui une certaine prospérité, qui s'était débarrassé pratiquement du problème colonial et de ces guerres, finalement, arrivait à un stade de richesse, de prospérité, de maturité économique suffisant pour aider les autres et pas seulement se faire aider lui-même. Et c'est à ce moment-là que nous avons créé ces organisations. Donc il y avait une sorte de cohérence, si vous voulez, par rapport à ce qu'était ce continent. Bon, plus démographiquement, c'est vrai qu'il y avait une génération assez nombreuse, les baby-boomers, les fameux baby-boomers. Je suis un des derniers baby-boomers, après c'est... Enfin, bon, on était assez nombreux quand même.
et avec une démographie médicale qui était en excédent, hein, on a du mal à l'imaginer, mais c'était comme ça. Donc des médecins qui pouvaient, entre la fin de leurs études et puis le début de leur carrière professionnelle, se libérer, partir, etc. Donc il y avait une sorte de, on dirait aujourd'hui un créneau. Bon, voilà. Et les choses se sont développées comme ça. Et elles se sont développées dans la confusion, dans l'improvisation, mais elles se sont développées vite et bien finalement. C'est-à-dire que ces organisations se sont structurées, ont trouvé leur moyen d'action. Alors après, il y a eu le prix Nobel de la paix, il y a eu tout ça, enfin, c'est devenu une grande aventure. Et cette aventure, moi j'y ai pris part, ça a complètement changé ma vie, si je puis dire, et ma carrière, c'est-à-dire qu'au lieu de continuer dans les hôpitaux à Paris et devenir, ou ne pas devenir d'ailleurs, professeur de médecine, il y a peu de chances que je le sois devenu parce que la démographie n'était pas favorable, mais enfin j'étais normalement préparé à ça, jeune interne, etc. Eh bien j'ai bifurqué vers autre chose. Et cette autre chose était passionnant. L'engagement que je cherchais, que j'avais pensé trouver, en référence à mon grand-père, l'engagement de notre génération, il était là. C'est-à-dire que les guerres ne sont pas venues à nous, heureusement, notre continent a été en paix jusqu'à présent, nous avons connu cette longue période de paix, mais finalement ces guerres, nous sommes allés les chercher ailleurs, au fond, c'est-à-dire nous sommes allés rencontrer le monde dans sa diversité, ses souffrances et son développement aussi, ailleurs. Et donc, les choses ont commencé comme ça à ressembler un petit peu à ce que je voulais. Et puis, évidemment, un certain nombre de ces jeunes dirigeants de ces organisations sont passés en politique, sont devenus ministres. Donc vous avez cité Bernard Kouchner. Moi, c'est Claude Malhuret qui est le premier qui m'a demandé de le suivre quand il est devenu secrétaire d'État. Alors, c'était la mode. Il y a des périodes comme ça. Alors, on a nommé des secrétaires d'État au droit de l'homme, l'humanitaire. C'était la mode. Bon. Mais en même temps, en général, quand il y a des secrétaires d'État à la mode, si je puis dire, on se garde bien de leur donner des moyens. C'est-à-dire qu'ils sont là un peu pour servir de potiche. Et Malhuret ne faisait pas exception. Donc, quand il m'a demandé de le rejoindre, c'était surtout pour se sentir moins seul. Et on s'ennuyait terriblement. Son secrétariat d'État était situé à Matignon, là où aujourd'hui il y a le service international, là, je me souviens qu'il y avait des cerisiers du Japon dans la cour, et qu'on passait des heures à regarder ces cerisiers au printemps qui faisaient des gros pompons, on les écoutait pousser pratiquement, et en se demandant ce qu'ils pourraient faire, parce qu'ils n'avaient aucun moyen, il n'y avait aucune administration, il n'y avait aucun budget, il n'y avait rien du tout. Bon, et on n'a jamais trouvé, d'ailleurs, hein, le gouvernement est tombé, et lui avec, ça s'est terminé comme ça. Donc, ça n'était pas une expérience très stimulante pour moi, et je trouvais plus intéressant, au lieu de faire de la politique, je vais dire élective, j'ai jamais été élu nulle part, c'est à part l'académie, mais ça c'est pas pareil, j'ai trouvé plus intéressant d'essayer de comprendre ce qu'on faisait, et c'est pour ça que je me suis inscrit à Sciences Po. Je suis allé voir en disant, voilà, j'aimerais comprendre un petit peu ce monde dans lequel finalement nous sommes appelés à intervenir, parce qu'on était appelés partout, dans les conflits, etc. Mais au fond, on ne savait pas ce qu'on faisait. Et donc moi je me suis un peu spécialisé là-dedans, et j'ai commencé à écrire des choses autour de ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, voilà, qu'est-ce que c'est que cet outil que nous avons créé, qu'est-ce que c'est que ces organisations qui aujourd'hui sont capables d'intervenir à peu près partout dans des situations où on le sentait, il y avait des enjeux autour de ce qu'on apportait, de ce qu'on était, etc., mais on ne les comprenait pas bien. Et donc moi mon intérêt s'est porté vers ça. Et puis c'était déjà une manière de m'approcher de la littérature, de m'approcher de l'écrit, de partager au moins une expérience. Donc j'ai écrit mes premiers livres comme ça, en essayant de comprendre ce qu'on faisait et de créer une sorte de manuel, c'est un peu ridicule, mais enfin en tout cas d'accumuler l'expérience pour pouvoir la transmettre, hein, que quand quelqu'un partait dans une mission, il puisse bénéficier de cet enseignement, en quelque sorte, que nous avait apporté notre pratique. Et donc j'ai publié mes premiers livres comme ça, et bizarrement, j'ai toujours pensé, et je crois toujours d'ailleurs, que les essais, la forme de l'essai, est une forme littéraire. C'est-à-dire que moi j'y voyais une forme littéraire.
je veux dire, de Machiavel à, je ne sais pas, Jean-François Revel, vous avez de très grands exemples, de très beaux textes, qui sont de Tocqueville, etc., qui sont des essais. Mais aujourd'hui, c'est plus tellement comme ça que ça marche, et l'essai aujourd'hui est surtout accepté pour les idées. C'est-à-dire quand vous faites un essai, on vous dit « ouais, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord ». Vous pouvez écrire avec les pieds, ça n'a aucune importance. Au fond, ce qui compte, c'est les idées que vous mettez dedans. Et je m'en suis rendu compte, tristement, à l'occasion de l'enseignement que je faisais, parce que après avoir fait Sciences Po, j'ai gardé un séminaire là-bas, je faisais un enseignement, et mes étudiants, vous savez comme ils sont gentils, les étudiants ils veulent faire plaisir aux profs, ils faisaient des exposés sur mes livres. Et alors là, c'était le désastre absolu, c'est-à-dire que ce que j'avais voulu essayer de transmettre, une forme de chair, enfin, avait disparu complètement, 2 parties, 2 sous-parties, il n'y avait plus que le squelette, vous comprenez, alors ils étaient très contents, ils avaient l'impression de me faire plaisir, et moi j'étais complètement désespéré, et je me disais, mais c'est pas ça qu'il faut que je fasse, pour arriver à transmettre quelque chose de vivant, il faut autre chose, il faut une autre forme, et cette forme ne peut être au fond que le roman, malheureusement, que la littérature, dans cette seule forme qu'est la fiction. Voilà. Seulement la fiction, c'est une grosse affaire. Comment oser, si je puis dire, quand on a un parcours qui n'est pas du tout un parcours littéraire, au fond j'avais fait des études techniques, moi, la médecine aujourd'hui ce sont des études techniques, comment se sentir suffisamment légitime pour aller affronter ce passage à l'écrit, et notamment à la fiction, d'une façon qui soit pas trop désastreuse. Alors, moi j'ai tourné autour, et puis j'ai fait quelques tentatives, etc., qui étaient plus ou moins réussies. Et là encore, c'est le hasard qui a voulu que les choses se passent bien. J'étais très soutenu finalement par les gouvernements successifs, sans qu'ils le sachent, parce que quand j'ai passé, j'ai fait encore un peu de cabinet ministériel, et à la sortie, on a voulu me récompenser. Alors on m'a demandé ce que je voulais faire, j'ai dit que je connaissais un peu la coopération du côté privé avec les ONG, que j'aurais bien aimé avoir une expérience de coopération publique. Donc on m'a nommé conseiller culturel et de coopération au Kenya. Seulement au Kenya, l'ambassadeur, qui était un peu particulier, ne voulait pas d'un médecin. Et surtout, il ne voulait pas quelqu'un qui avait des notions de psychiatrie. C'était mon cas. Et quand je l'ai rencontré, j'ai compris pourquoi. Et donc il a refusé. Il a dit non, je veux pas. Alors très bien. Alors on m'a dit tu choisis autre chose. Alors tout le monde avait choisi, il ne restait plus rien. Il restait Khartoum, je connaissais pas mal, j'étais allé souvent en mission en Soudan. Il restait Port Moresby, qui est, comme vous le savez, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et je me suis renseigné loyalement, je suis allé au Quai d'Orsay, j'ai demandé ce qu'il fallait apprendre, on m'a dit le papou. Et puis un sport de combat, c'est pas plus mal parce qu'ils n'aiment pas tellement les Français, donc le samedi ils en attrapent un, ils le rossent. J'ai dit écoutez, je vais réfléchir, et finalement je suis allé au Brésil, et là j'ai été donc nommé dans un tout petit poste, parce qu'en fait quand on dit le Brésil ça fait très bien. En réalité au Brésil il y a 5 consulats généraux, et moi j'ai été nommé dans celui qui était le moins doté, qui est celui qui était à Recife. Alors, c'est plutôt très agréable, parce qu'entre Recife et Salvador de Bahia, où sont les 2 bureaux, si vous voulez, oui, c'est agréable, enfin, on ne peut pas dire le contraire. Mais pratiquement, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que tous les diplomates travaillent beaucoup, hein, tous. Mais sauf moi. Là-bas, j'étais sans doute l'exception, et je le revendique. Il faut dire que mon prédécesseur, qui était un garçon très intéressant, très intelligent, qui était un normalien, philosophe, n'avait jamais passé l'agrégation parce que ça se passait trop tôt le matin. Et c'était un garçon qui fumait beaucoup, fumait un peu de tout, vous voyez ce que je veux dire. Et le Quai d'Orsay, qui est pas mal organisé du point de vue des RH, l'avait nommé à Katmandou. Donc,
expliqué très bien, certainement. Donc, moi, je suis arrivé dans un poste qui était explosé complètement. Il n'y avait plus rien. Bref, donc je me suis dit, puisque tu n'as rien à faire, fais-le à fond. Et c'est là que je me suis lancé, si je puis dire, dans l'écriture romanesque. C'est-à-dire que je dois, au fond, au Quai d'Orsay, je le remercie, le ministère des Affaires étrangères, de m'avoir donné une sorte de bourse, en réalité, sans le savoir, pour écrire mon premier roman. Il se trouve que ce premier roman, d'ailleurs, n'était pas sur le Brésil, que je suis venu avec l'idée de ce livre, que la première partie que j'avais écrite avant de partir tenait à peu près debout, mais quand je suis arrivé à Recife, j'ai loué un appartement qui était au bord de la plage. Vous savez, il fait chaud. Les Brésiliennes sont quand même assez jolies dans l'ensemble. Enfin, la deuxième partie du livre était beaucoup plus relâchée. Et quand je les ai envoyés, toutes ces deux parties à un éditeur, ils m'ont répondu, d'ailleurs, je ne les connaissais pas, j'ai envoyé par la poste. Et ils m'ont dit, on ne comprend pas, la première partie du livre est très bien, et puis il se passe quelque chose, et ils disent, oui, moi je sais ce qui s'est passé. Donc ça m'a en quelque sorte encouragé, sans qu'on puisse publier ce livre, heureusement d'ailleurs, parce qu'il n'était vraiment pas abouti, mais je me suis rendu compte, pour la première fois, que peut-être, des émotions, des paysages, des portraits, des dialogues, des moments de vie finalement, pouvaient, à certaines conditions, traverser cette barrière de l'écrit et passer. C'est-à-dire que quelqu'un, de l'autre côté de l'écrit, de l'autre côté de la page, pouvait, grâce à cette magie, qui n'opère pas toujours, mais parfois, de l'écriture, partager vos propres émotions et développer les siennes en réponse et en référence à ça. Autrement dit que je découvrais en fait un peu, c'est quelque chose qui est évidemment que tout le monde connaît, mais dont faire l'expérience c'est autre chose. C'était la puissance de la littérature et notamment de la littérature de fiction. Alors j'ai continué et puis c'est vrai que le passage était pas simple parce que d'abord il faut vivre, il fallait reprendre le travail, un vrai travail si je puis dire, donc j'ai repris des responsabilités médicales, etc. Mais en me disant que désormais c'était vraiment vers le roman qu'il fallait aller. Et ce qui est assez curieux, c'est que j'ai été encore une fois asservi peut-être sinon par le hasard, du moins par le destin, c'est-à-dire que j'ai traversé une période personnelle très difficile avec des deuils personnels autour, etc. Enfin, vraiment très dur. Dans une période qui était en 1995, il y avait à ce moment-là les grandes grèves pour les réformes Juppé, etc. Paris était complètement paralysé. J'avais une période finalement de liberté. Et en traversant ce moment difficile, très noir, je me suis dit au fond, j'ai envie d'être heureux en écrivant. C'est une idée idiote, mais le bonheur, comme aurait dit Saint-Just, est une idée qui reste neuve en Europe. C'est-à-dire que finalement, peut-être que je n'aurais pas eu cette idée dans une carrière littéraire plus construite, si vous voulez, plus orientée vers une forme littéraire, comment dirais-je, pure. Mais là, l'idée pour moi n'était pas d'écrire pour les autres, c'était simplement de sortir d'un moment très difficile et de sortir en me racontant une histoire, et qui était une histoire lumineuse, qui était une histoire solaire, qui était une histoire donc que j'ai trouvée un peu par hasard. J'avais été beaucoup en Éthiopie, j'avais comme ça glané un certain nombre d'épisodes historiques autour de l'histoire de ce pays et des relations que la France avait entretenues avec ce pays. Et l'une d'entre elles, c'était l'histoire de cette sorte de botaniste, enfin de charlatan un peu du Caire, qui est un homme qui a existé réellement, qui s'appelait Charles-Jacques Poncet, et qui a été, par un concours de circonstances, envoyé comme ambassadeur en Éthiopie, au XVIIe siècle, au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et il est parti là-bas, il a, tout simplement parce que Louis XIV
un peu influencé par Madame de Maintenon, qui était très proche des jésuites, etc., voulait propager la foi chrétienne. Et les Éthiopiens, ça paraissait facile, parce qu'ils étaient déjà chrétiens, mais ils étaient chrétiens hérétiques, on peut dire, puisqu'ils avaient leur religion particulière, monophysique, et il s'agissait simplement d'un petit réglage pour les rendre purement catholiques. Voilà. Et donc Louis XIV a envoyé cette ambassade. L'ambassadeur sur place, le vrai consul sur place, n'a pas voulu y aller, parce qu'il était très bien au Caire, il n'a pas du tout voulu y aller, et il a envoyé à sa place ce charlatan du Caire. Et tout à coup, pendant cette année 95, là où j'étais vraiment en difficulté, enfin, je me suis dit, tiens, je vais raconter cette histoire. Et je vais oublier tout. C'est-à-dire que les héros, tels qu'on les trouve dans les livres d'aujourd'hui, les romans contemporains, ces héros torturés, désespérés, le héros post-romantique, le héros, alors je ne dirais même pas Welbeck, parce qu'il n'existait pas encore, mais le héros tragique, c'est désespéré, comme ça, de post-moderne, je ne vais pas du tout l'utiliser, je ne vais pas du tout recourir à ça, je vais rester fidèle à une forme de lumière qui est celle finalement de Mozart, qui est celle du théâtre classique, qui est celle de ces êtres qu'on pouvait trouver dans la littérature au XVIIe siècle, qui traversaient des moments difficiles, qui pouvaient traverser des tragédies, des épreuves, mais toujours avec une forme d'enthousiasme, de bonheur. Et j'avais lu, peu de temps avant, par hasard, un livre les mémoires de Lorenzo da Ponte, qui est le librettiste de Mozart, comme vous savez, et qui raconte sa vie de cette manière, qui raconte sa vie avec une sorte de bonheur extraordinaire, ou même dans des moments très difficiles, quand il a tout perdu, quand il est avec sa jeune femme en Hollande, ils ont tout perdu, ils n'ont plus un sou, ils vont mourir de faim pratiquement, etc. Ben, au lieu de se désespérer, ils s'embrassent et ils disent « Ma chérie, mais c'était merveilleux ». Et ils se racontent tout ce qu'ils ont vécu, et c'était beau. Et puis évidemment, ils se mettent au lit, il n'y a plus rien à manger, mais c'est pas grave. Et puis d'un coup, évidemment, quelqu'un frappe à la porte, apporte une bourse d'or, et la vie repart, et les fêtes, etc. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, c'est de ça que j'ai envie, tout simplement. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai écrit ce livre à la main, parce que j'écris toujours mes livres à la main. Ça faisait un gros tas de feuilles, je ne l'ai même pas fait taper, j'étais très heureux, j'étais content. J'avais traversé ce moment dans une forme de lumière, comme ça, en racontant cette histoire. Alors je l'ai donné après, plusieurs semaines après, plusieurs mois après même, j'ai donné à taper à la jeune femme qui tapait mes manuscrits, mes essais, vous voyez, mes essais un peu techniques. Là. Alors la pauvre fille, quand elle tapait les trucs techniques, ouais, c'était comme ça. Et puis là, non. Alors celui-là, elle tapait, elle était heureuse, elle me donnait son avis. Tiens, lui, il meurt trop vite, c'est là et machin. Enfin, et je me disais, c'est extraordinaire parce que peut-être que ce bonheur est passé, qu'il y a quelque chose qui s'est produit et qu'en effet, ça va au-delà de la propre satisfaction, j'allais dire, de l'auteur et que les choses peuvent se transmettre. Et après, bon, j'avais repris des fonctions, j'étais médecin à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et je m'occupais d'un département de psychiatrie médicale, enfin dans un hôpital général, mais et c'était un ancien pavillon fermé, donc c'était des petites chambres à une personne. J'ai envoyé ce livre, il a été accepté, il a été publié, et là, je faisais mes visites avec les internes, les externes, les infirmières, tout le monde. Puis quand j'avais fait la visite, je sortais de la chambre, le patient me disait « Docteur, est-ce que je peux vous voir une seconde ?» Alors je restais. Et puis là, il s'ouvrait la table de nuit et il sortait mon bouquin. Et après avoir fait une ordonnance, je faisais une dédicace. Et je me disais, au fond, voilà, quelque chose se passe. Et c'est sans doute ce que je cherchais aussi. C'est-à-dire que c'est sans doute ça qui pouvait... compléter, au fond, cette vocation que j'avais. Et au fond, la médecine, pour moi, elle allait jusque-là. C'est-à-dire qu'elle allait jusque-là dans le sens où il ne suffisait pas qu'elle me mette en contact avec la vie, et toute la vie, c'est-à-dire y compris la souffrance, y compris la maladie, y compris la mort, mais que le fruit de ça se transforme, soit quelque chose qui puisse être, grâce à ce miracle, au fond, de l'écriture, qui puisse être à la fois transmis,
sublimer, transformer et qui puisse nourrir une autre forme de vie, qui est celle qu'on trouve dans la création, qu'on trouve dans ces histoires que l'on vit, que l'on fait vivre, que l'on raconte. Voilà. Et donc, j'ai continué, et puis j'ai continué avec beaucoup de chance, parce que finalement, j'ai eu des lecteurs, parce que je crois que profondément, même si ce que je faisais là n'était pas à la mode, au sens où c'est pas sans doute du tout la littérature qui est recherchée par la critique en particulier, qui aime bien la littérature plus tragique aujourd'hui, eh bien, les lecteurs, en revanche, s'y sont reconnus, s'y sont retrouvés. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de lecteurs, tout de suite, et puis d'élargir cette base de lecteurs, comme ça. Puis, j'ai eu la chance d'avoir des prix aussi. Dieu sait qu'on les critique beaucoup, les prix littéraires. Moi, j'en ai eu plusieurs qui m'ont sauvé la vie, je dois le dire, parce que il s'agissait pour moi de pouvoir vivre aussi de ça, et grâce à ces prix, d'abord l'Interallié, puis le prix Goncourt surtout, pour Rouge-Brésil, évidemment, les choses ont complètement changé. Et moi, je tiens beaucoup, je suis membre de certains jurys aujourd'hui, et c'est vrai que j'ai tout à fait conscience de la responsabilité que nous portons pour donner à des jeunes écrivains, parce que je sais que pour l'avoir vécu, quelle importance ça peut revêtir, surtout des gens qui ne viennent pas de ce milieu, et qui tout d'un coup, grâce au prix, peuvent trouver un public plus large et puis en vivre. Donc les choses se sont construites comme ça. Et c'est vrai que par la suite, j'ai développé plusieurs types de livres, des livres historiques, et j'en dis juste un mot, je ne veux pas... non mais ça va très bien. Bon, je parle sous votre contrôle, vous m'arrêtez, je suis trop bavard. Mais un mot juste sur le choix aussi de la technique littéraire, je dirais. Pourquoi et M. Matouk m'en parlait tout à l'heure, il me disait, avec la vie dans le siècle, etc., pourquoi parler du passé, pourquoi utiliser la technique du roman historique, par exemple, alors que je pourrais parler d'aujourd'hui. Bon, je l'ai fait aussi, mais j'ai commencé avec les romans historiques. J'ai commencé avec des romans qui se passaient dans le lointain. Je pense que c'est lié aussi à la médecine, ça. C'est-à-dire que les médecins finissent leurs études avec le serment d'Hippocrate, vous savez. Et le serment d'Hippocrate, il est très anodin, c'est-à-dire que le jour où on prête le serment, on n'a pas l'impression d'avoir fait grand-chose, et en réalité, il s'imprime en vous d'une manière extraordinairement forte. Mais on ne se rend compte qu'avec le temps. Et j'allais dire, plus le temps passe, et plus il est vivant et présent, et plus il représente une forme d'interdit qui pèse sur vous. Ce serment d'Hippocrate, je n'utilise pas les mots, je ne m'en souviens plus d'ailleurs des mots, mais le sens, parmi les choses qu'il vous interdit de faire, le serment d'Hippocrate vous dit, vous pourrez entrer partout, vous pourrez tout voir, vous pourrez tout savoir. Les patients vous ouvriront leur cœur, leur corps, leur maison, leur souffrance, tout. Mais vous ne le révélerez jamais. C'est-à-dire que le secret est une sorte d'élément de ce pacte, en quelque sorte, qui est passé avec la vie, et qui fait que, pour prix de ce qu'on vous confie, il y a un engagement qui est de ne pas révéler quoi que ce soit. Alors quand le même médecin, un jour, doit écrire, il est évident que ça entre en collision tout de suite avec ce serment, parce que pour nourrir un livre, il faut utiliser sa vie. Qu'on le veuille ou non, même si on ne raconte pas sa vie, on puise dans sa vie, forcément, ou alors, je sais pas, c'est mort ce qu'on raconte. Mais si ce qu'on raconte est vivant, forcément, ça sort d'expériences qui sont les vôtres, ça sort d'expériences de la vie, de rencontres, de personnes, de personnages qu'on a rencontrés, qu'on a connus, un ou plusieurs, c'est-à-dire qu'on peut en faire un avec plusieurs, mais peu importe. La vie est là et vous transgressez ce secret, cet engagement du secret. Donc, il faut trouver un moyen de sortir de cette contradiction. Et le premier moyen que j'ai trouvé, moi, c'est l'histoire. C'est-à-dire, c'est de se situer dans le temps. C'est-à-dire de dire, bon voilà, quand je suis parti au Brésil, j'étais sous les ordres d'un consul général à Recife, avec lequel je ne m'entendais pas très bien, qui était quelqu'un d'un peu rigide, et qui... j'aurais pas pu en dire du mal.
j'aurais pas pu écrire sur ce pauvre homme et dire tout le mal que pourtant j'en pensais. Mais quand j'ai écrit mon premier roman, il se trouve que Poncet, le héros, était envoyé par un consul. Et que donc il y avait un personnage très important dans le livre qui est le consul de France au Caire. Donc j'avais besoin d'un consul. Je n'avais pas à le chercher très loin. Et il est évident que je me suis inspiré assez facilement et librement, et méchamment aussi un peu, de l'expérience que j'avais pu avoir avec un vrai consul. Mais ça se passait au XVIIe siècle. Et le brave homme ne pouvait pas directement se reconnaître, ou en tout cas les autres ne pouvaient pas le reconnaître. Voilà. Donc c'est une manière de contourner l'obstacle. Et je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que je suis totalement incapable, moi, d'écrire des choses qui soient directement reconnaissables, si vous voulez. Je n'ai pas envie de faire du mal à mes proches ou à quiconque, d'ailleurs. Enfin, j'essaie toujours de déguiser les choses. C'est pour ça que le recours à la fiction, le dernier livre que je publie là, aujourd'hui, d'ailleurs, il paraît aujourd'hui, qui est une histoire d'un couple sur 50 ans, un couple qui se sépare, qui se retrouve, donc avec ces unions successives qui peuvent paraître un peu farfelues si on les raconte comme ça, mais qui en fait... On peut dire le titre, c'est Les 7 mariages d'Edgar et Lumina. Voilà, tout à fait. Et je crois qu'il est là d'ailleurs. Il est là, oui, mais c'est pas, je ne veux pas faire une publicité. Mais moi je la fais. C'est gentil. Non, mais juste pour dire que j'ai mis un petit mot à la fin, en expliquant que pour moi, les confessions ne peuvent que prendre la forme de la fiction. C'est-à-dire que je suis incapable, par pudeur peut-être, et aussi par cet engagement du serment d'Hippocrate, de raconter directement des choses que j'ai faites ou qui me sont arrivées. Je l'ai fait pour le voyage de Compostelle, parce que je suis allé à Compostelle et effectivement là, je me suis beaucoup moqué, surtout de moi-même, à vrai dire, et je dois dire qu'il n'y avait pas de raison de m'épargner particulièrement. Et puis je pouvais raconter ce voyage sans que ce soit très compromettant, finalement. Bon, donc ça, je peux le faire. Mais sinon, je ne peux pas utiliser ça. Et il se trouve que, m'étant marié moi-même plusieurs fois, avec la même femme, c'est un peu... quand je le raconte, évidemment, ça fait rire, et c'est très logique, mais l'expliquer, c'est compliqué. C'est plus difficile, et je ne pourrais pas. Donc, j'ai pris le détour de la fiction, et au fond, en prenant ce couple, que j'ai trouvé... au fond, j'allais dire, je le connais, oui, je le connais depuis longtemps, parce que je l'ai trouvé dans un livre de Dominique Lapierre, l'auteur de La Cité de la Joie, vous savez, qui avait écrit son tout premier livre en 1956 avec un photographe, c'est un livre illustré avec un photographe de match qui s'appelait Jean-Pierre Pedrazzini, qui était un grand photographe qui est mort au moment de l'insurrection de Budapest. Et ils avaient été autorisés, pour la première fois, à aller en URSS, donc à relier Moscou de Paris avec une voiture. Et ils sont partis avec leurs copines, la voiture, des tentes, etc. Ils ont traversé l'URSS. Ils ont apporté ce livre. Et ce livre était dans la bibliothèque de ma mère. J'ai hérité de ce livre après sa mort. Et je dois dire qu'il m'a toujours beaucoup troublé, ce livre, et beaucoup fasciné. Et je me suis toujours imaginé, bizarrement, bêtement, dans ce convoi, là, comme ça. Et j'ai toujours pensé qu'au cours de ce convoi, ils avaient dû rencontrer des gens et des choses absolument extraordinaires. Et c'est là que les choses se nouent, puisqu'il y a une rencontre amoureuse d'Edgar et de Ludmilla se fait dans un de ces villages. Au cours de cette expédition, Edgar est un des jeunes participants de cette expédition, et Ludmilla, elle, est une Ukrainienne qui veut sortir de son pays et qui se fait remarquer en grimpant dans un arbre et en se déshabillant comme au moment où il passe, où la voiture passe. Et pourquoi j'ai créé ce couple ? Parce qu'il y avait ce moteur romanesque extraordinaire d'une rencontre entre deux êtres, mais qui est en même temps une rencontre entre deux mondes, finalement. Et moi, j'aime ça, parce que à ce moment-là, s'allume un moteur de fiction, un moteur romanesque, un moteur de passion, d'émotion, qui peut vous conduire, là en l'occurrence à travers un demi-siècle, mais qui peut surtout vous conduire à vous traverser vous-même, c'est-à-dire à projeter tous vos souvenirs, tout ce qu'on a envie de raconter. Grâce à ce moteur, on peut le mettre, parce qu'on n'ennuie personne. Il y a ce moteur qui à la fois est un moteur pour l'écrivain, mais j'espère aussi pour le lecteur. Voilà. Donc aujourd'hui, j'en suis là, c'est-à-dire que, et je vais évidemment conclure, c'est-à-dire que par le détour du temps et du hasard, des choix de la vie,
eh bien, j'ai réussi à faire en sorte que la médecine m'a conduit à retrouver finalement la vocation telle que je l'avais imaginée tout au départ. Alors, j'ai pas du tout eu la vie de mon grand-père, heureusement pour moi d'ailleurs, parce que la sienne avait été très dure. Mais j'ai retrouvé quand même cet engagement que je cherchais dans ce métier, et surtout la possibilité, grâce à la littérature, de le prolonger et de donner à la vie une autre vie, qui est celle aujourd'hui de la fiction, ce qui fait que sans être véritablement médecin tous les jours, je le suis, je dirais, plus que jamais. Voilà, merci. Donc voilà, je crois que c'était passionnant, hein. Et ça m'a rappelé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la conférence d'Axel Kahn je crois qu'il y a 2 ans, qui nous avait lui aussi raconté une fiction très intéressante qu'il avait écrite. Alors, et c'est effectif qu'en discutant tout à l'heure avec Jean-Christophe, je me suis rendu compte au fond que ils étaient plus efficaces que les romanciers, comme lui, sont sans doute plus efficaces que nous, qui essayons modestement d'étudier le monde, sont plus efficaces à le restituer que nous. Parce que je pense que quand on écrit des essais techniques, d'abord, ça emmerde beaucoup de gens très vite, ils arrêtent de lire, et ensuite, même s'ils vont jusqu'au bout, ils saisissent moins la vie qu'à travers le roman. Voilà. Alors finalement, je me dis, moi, à mon âge, que je regrette de ne pas avoir eu le talent de romancier qu'il a eu. Il n'est jamais trop tard. Bon, alors je pense qu'il y a des remarques, des questions, des interventions. En tout cas, ça le mérite. Qu'est-ce qui vous a fait faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ? C'est le retour du Sénégal. Donc, je n'ai pas parlé du fait que effectivement j'ai eu une expérience d'ambassadeur pendant 3 années là-bas. C'était pas une obligation, mais quand on m'a proposé cette opportunité, je veux dire que je l'ai accepté avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'enthousiasme. Pour une raison simple, c'est parce que, je n'ai pas dit dans la conclusion, mais cet équilibre entre la vie et l'écriture suppose que si on écrit beaucoup, on continue à vivre beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut les nourrir, les livres. Et le fait d'avoir des expériences nouvelles, c'est quelque chose d'important. En même temps, les 3 années que j'ai passées comme ambassadeur là-bas, c'est un gros poste, le Sénégal, un poste difficile. Les postes africains sont très difficiles, celui du Sénégal est particulièrement passionnant, mais particulièrement difficile parce qu'au cœur de cette relation France-Afrique, enfin, vous avez tous entendu parler, bien sûr. Donc, quand je suis revenu, j'ai un peu marqué mon désaccord à l'époque avec le président de la République à l'époque, et je suis revenu à la vie civile. Et il se trouve que, notamment dans un pays comme le Sénégal, c'est pas vrai partout, hein, parce qu'il y a des diplomates plus exposés et qui vivent des vies beaucoup plus difficiles. Mais enfin, au Sénégal, on est un peu comme un coq en pâte, une très belle résidence, des chauffeurs, des cuisiniers, etc. Et puis, quand vous rentrez chez vous et que vous reprenez votre vélo et que vous refaites cuire votre steak, vous avez l'impression que quelque chose vous manque. On se dit, où est le chauffeur, où est le cuisinier, bon. Eh bien, il n'y en a plus, et au fond, il ne faut pas vivre ça comme un manque. Donc, pour ne pas vivre comme un manque, ce changement, je me suis dit que le mieux, c'était de faire une grande marche et de se dépouiller, justement, dépouiller volontairement de tout. Et j'avais pas pensé à Compostelle au départ, parce que je n'étais pas particulièrement orienté vers ce chemin. J'avais pensé faire la traversée des Pyrénées, qui peut se faire d'est en ouest ou d'ouest en est. Il y a plusieurs GR qui le font. Il y a aussi ce qu'on appelle la haute route des Pyrénées, qui passe par les sommets, etc. Moi, c'était mon projet. Et puis, ce parcours, il touche, en plusieurs endroits, évidemment, les chemins de Compostelle, puisqu'ils le traversent tous. Et donc, que ce soit le chemin du Nord que j'ai fait, que ce soit le chemin qu'on appelle le Camino Frances, par Roncevaux, etc., ou que ce soit le chemin du Somport, qui va passer d'ailleurs par ici. Donc, puisqu'on l'appelle le chemin d'Arles, mais enfin, c'est... Et
bon, quand on s'approche de ces chemins de Compostelle, c'est pas anodin parce qu'il y a un tel pouvoir, je dirais presque magnétique, de l'histoire de ces chemins et de toute la littérature qui s'y attache, tous les monuments qui s'y attachent, toutes les légendes, enfin, que à côté les petits chemins, classiques, si je puis dire, le chemin banal, si vous voulez, n'a pas beaucoup de poids. Le chemin de Compostelle, il est vraiment lesté par l'histoire. Il fait partie des grands itinéraires historiques mythiques. Et donc, inévitablement, c'est vers ça que j'ai été conduit. Et donc, je me suis dit, allons-y. Allons-y, et sans savoir du tout vers quoi ça me menait. Et surtout sans avoir envie de faire un livre. Je ne suis pas du tout allé pour écrire un livre, d'ailleurs, je n'avais pas pris de notes ni rien. Et je me suis retrouvé clochardisé en 3 jours, puisque... Alors, moi, il se trouve que je dors mal d'une façon générale, mais alors dans les auberges de pèlerins, c'est encore pire, puisque existe dans ces auberges une catégorie de gens à laquelle j'appartiens d'ailleurs, qui est terrible, qui sont les ronfleurs. Enfin, les ronfleurs, moi ça m'est égal, mais ce qui m'ennuie, c'est les ronfleurs qui s'endorment avant moi. Et alors, il est clair que j'ai très vite compris que je n'arriverais pas à dormir là-dedans, donc j'avais emporté une petite tente d'alpinisme, parce que je fais beaucoup de montagnes, on a l'habitude d'avoir des tentes maintenant très très légères et finalement très, très confortables, mais qui pèsent 1 kilo. J'avais pris ça. Donc, évidemment, alors le camping est interdit en Espagne, mais ça redouble le plaisir du camping. C'est-à-dire que, en réalité, personne s'en soucie, vous pouvez camper où vous voulez. Enfin, c'est bivouac, exactement, c'est entre le coucher du soleil et le lever du soleil. Voilà, simplement, évidemment, le prix à payer, c'est qu'on est très sale. C'est-à-dire que l'auberge a quand même l'avantage d'avoir une douche, etc. Alors moi, j'ai alterné avec des passages en auberge, en hôtel, etc., puis en sous-tente. Mais quand ma femme m'a retrouvé la dernière semaine, c'est vrai qu'elle a quand même trouvé que... Voilà. Et j'avais changé. Voilà. Et du coup, j'ai fait ce chemin avec beaucoup de bonheur. C'était dur d'ailleurs, c'est dur, c'est long. Enfin, moi, j'ai pas fait le chemin le plus long, je suis parti de la frontière, donc j'ai fait 850 km, qui est pas... Il y a des gens qui partent bien plus loin. D'ailleurs, il y a une aristocratie du chemin, plus vous partez de loin, parce que les gens ne vous demandent jamais où tu vas, c'est idiot, ils ne vous demandent jamais non plus qui tu es, puisque par définition, le pèlerin est réduit à lui-même, en fait. Donc on vous demande surtout d'où es-tu parti. Et là, effectivement, s'établit assez vite un classement entre ceux qui ont fait 200 km, petits joueurs, et puis ceux qui en ont fait 500 et ceux qui en ont fait 2000. Parce qu'il y a des gens qui partent de très loin et effectivement, ceux-là sont assez fiers d'avoir... ça fait déjà 3 mois qu'ils marchent, etc. Alors après, il faut poser une deuxième question, c'est est-ce que tu l'as fait en une fois ? Parce qu'évidemment, ceux qui sont partis de 2000 km et qui l'ont fait en 12 fois, si vous voulez, évidemment, c'est autre chose. Je ne dis pas que c'est moins bien, mais c'est autre chose. Mais ceux qui ont fait 2000 km en une fois, évidemment, chapeau bas, c'est un peu le haut du panier dans les pèlerins, quoi. Non, moi j'ai beaucoup aimé ça, mais je suis rentré sans avoir du tout envie d'écrire là-dessus. Et puis c'est par hasard, il y a une petite maison d'édition de Chamonix, là, qui s'appelle Guérin, qui publie surtout des livres de montagne, qui était un peu en difficulté à ce moment-là, et tout. Ils m'ont dit, tu pourrais pas nous faire un livre, machin. Ils voulaient que je fasse un livre sur la montagne. Bon, moi, j'ai jamais pu vraiment écrire sur la montagne pour le moment. Et je leur ai dit, non, sur la montagne, je peux pas, mais voilà. Alors, ils m'ont dit, mais tu as fait le chemin de Compostelle. Et je me suis dit, mais il y a déjà eu 500 livres sur Compostelle. Il y en a eu plein. Et donc, bon, j'étais pas très partant. Et puis, je me souviens, j'étais allé déjeuner à Chamonix, il neigeait, j'ai pris ma voiture, je suis rentré. J'habite dans l'autre vallée, mais en fait, donc descendant, tout ça, je voyais la neige et tout, je faisais gris, et puis j'ai commencé à repenser à l'Espagne, à ce parcours, de toutes ces images du chemin, si vous voulez, et en rentrant chez moi, j'ai commencé à écrire,
Et j'ai écrit le bouquin comme ça, enfin, au fil de la plume, et sans essayer du tout de transformer ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que je n'ai pas essayé je voulais écrire un livre qui ne soit pas religieux, parce que j'estimais que je n'avais pas à m'expliquer là-dessus, c'était pas le point qui était intéressant, que c'était un livre au fond de témoignages, donc moi ce que j'avais vu. Et puis voilà. Et finalement, il a eu un succès immense ce bouquin. Il a été traduit partout. Je suis allé en parler jusqu'en Chine, partout. Enfin, alors, vous savez, à Pékin, vous êtes là en train de raconter Compostelle et tout ça. Je vous dis, mais non, ça marche. Et c'est le cas de dire. Et ça les intéresse. Moi, je sais pas, il y a un truc mais curieux, mondial avec ce chemin. Et ce livre a été lu par beaucoup de pèlerins qui d'ailleurs s'encombrent de ce livre, puisque je suis allé faire des photos après et j'ai retrouvé des pèlerins qui me reconnaissaient, qui me montraient qu'ils l'avaient dans le sac, ce qui est très touchant. Je dois dire que c'est quelque chose de très beau, mais inattendu, très inattendu. Voilà. Donc, oui, je crois que c'est mercredi à la grande librairie que va être présenté par Jean-Christophe son dernier bouquin. Dans un futur roman, est-ce que vous prévoyez d'écrire sur la relation particulière entre MSF et votre ONG avec les services français? Ouf. Vous voulez vraiment que je vive dangereusement? Oui. Non, c'est un sujet important, bien entendu. C'est un sujet important. C'est cette question, en effet, comment dirais-je, non pas des liens, parce que je pense que c'est plus compliqué que ça, mais les ONG, les services, tout ça, interviennent dans les mêmes contextes, et dans les mêmes guerres, finalement. Vous avez des gens en Afghanistan, etc. Donc forcément, il y a des croisements, il y a des liens, il peut y avoir de la manipulation, il peut y avoir des ambiguïtés. Ça a commencé dès le départ, hein, dès le Biafra. Dès le Biafra, parce que vous savez qu'au Biafra... Il faudrait rappeler un peu... Parce que oui, alors la guerre du Biafra, donc 1968... Tous des perdreaux de la dernière volée. Voilà, donc vous n'étiez pas né. La guerre du Biafra, c'était en 1968-70. C'était la guerre de sécession du sud-est du Nigeria, qui est une zone pétrolière peuplée de catholiques, les Igbo, et qui s'était rebellée contre le gouvernement central. Il se trouve que le Nigeria a toujours été une sorte de chicot anglophone dans les territoires français de l'Afrique de l'Ouest, puisque l'Afrique occidentale française avait cette énorme masse anglophone, qui aujourd'hui est plus de 100 millions d'habitants, au milieu des territoires français, francophones. Alors, quand la sécession du Biafra est intervenue, le général de Gaulle n'était pas absolument opposé à l'idée de soutenir un tout petit peu la rébellion des Igbo et d'affaiblir donc le Nigeria. Et seulement on ne pouvait pas le faire ouvertement parce que c'était quand même la guerre froide, et puis il y avait quand même une charte des Nations Unies qui prévoyait l'intangibilité des frontières africaines. Donc on a utilisé des moyens un petit peu détournés. Et c'est là, comme vous savez, que Bob Denard a fait ses débuts, puisque les premières missions de Bob Denard se sont faites sur ce terrain. C'est-à-dire qu'il a fait des missions à partir du Cameroun vers le Nigeria. Et dans le même temps, s'est développée l'initiative donc, de Kouchner et d'autres, à partir de Fernando Po, pour créer parce que la Croix-Rouge française avait demandé des volontaires, ils ont répondu, ils se sont rendus compte des contradictions dans lesquelles était la Croix-Rouge à l'époque, et donc ils ont créé leur propre mouvement. Et donc au fond, c'est au même moment, sur cette même guerre, que des formes de réponse françaises très différentes sont apparues. Et forcément, il y a des liens. Dans certains pays, les États-Unis par exemple, vous avez des liens institutionnels entre les services secrets et les organisations humanitaires. Les grandes organisations humanitaires américaines, l'International Rescue Committee par exemple, vous les verrez très facilement avoir leur quartier général sur les zones de conflit, dans le bâtiment
de l'armée américaine, par exemple. Ça ne les gêne pas du tout. Ça n'est pas la tradition française, où les ONG françaises sont toujours soucieuses de leur indépendance. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des liens, des infiltrations. C'est compliqué. Mais c'est plutôt un sujet pour M. Matou, à vrai dire. Non, mais c'est un sujet d'essai, je veux dire. Ah. Alors, il n'y a pas d'autres réactions. Je suis étonné. Où ça? Madame là-bas. Ah, tout là-haut. Au cours de votre carrière de lecteur, par quels 3 ou 5 livres avez-vous le plus été impressionné? Donc je cherche à avoir des recommandations de lecture, des livres fondateurs qui vous ont fait aider à devenir l'écrivain que vous êtes devenu. Ça, c'est toujours les questions très très difficiles, parce qu'évidemment, ça c'est comme les restaurants, au moment de sortir, on ne trouve jamais les noms. Non, en fait, bon, moi, je suis né dans le Berry, et mon enfance a été marquée par un livre que je continue de relire périodiquement et qui continue de m'inspirer beaucoup, et au-delà du livre, par son auteur, c'est-à-dire Le Grand Maulne. Le Grand Maulne d'Alain Fournier, pour plein de raisons, parce qu'évidemment c'est ma région, et malgré tout, même si maintenant je vis plutôt en montagne, je suis très attaché au Berry, beaucoup de mes livres se passent dans le Berry, etc. Et il y a, dans le mouvement même du roman, du Grand Maulne, il y a cette espèce d'aller-retour entre l'imaginaire du domaine enchanté et le retour et la quête de la reconstruction de ce domaine lorsqu'il l'a perdu, et le retour à la réalité, qui est quelque chose de très fécond, je dirais, moi ça m'a beaucoup guidé dans la structure de mes livres, et je me replonge régulièrement dans la magie très particulière d'Augustin Maulne et de cette histoire. Donc ça c'est vraiment très important. Après, si je vous parle d'Alexandre Dumas, c'est parce que je trouve que, vous savez, il y a une petite collection qui s'appelle Un été avec. Il y a eu Un été avec Montaigne, et là Sylvain Tesson vient de faire un été avec Homère. Vous avez vu ça? C'est à la fois une série sur France Inter et un petit livre qui est publié après. Et moi je vais faire bientôt Un été avec Dumas, Alexandre Dumas. Et je suis en train de préparer. Et en fait, Dumas, on l'évoquait l'autre jour parce à propos du siège c'est terrible. Ah, mais vous verrez quand vous aurez mon âge. Alain Decaux qui avait fait un dictionnaire amoureux de Dumas qui était formidable. Non, pourquoi Dumas? Parce que c'est Dominique Fernandez qui a eu ce cri d'un retour à Dumas. C'est-à-dire qu'il faut périodiquement se replonger dans Dumas parce que c'est, pour moi, si vous voulez, ça dépend de ce qu'on fait comme littérature, mais pour moi, c'est une sorte de bain de jouvence. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose une fraîcheur chez Dumas qui est extraordinairement vivante. Et ce qui est terrible, c'est que quand j'étais enfant, dans les livres scolaires, le Lagardère Michard, vous avez tous travaillé sur le Lagardère Michard, prenez le Lagardère Michard du 19e siècle, vous ne trouverez pas Dumas. Vous trouverez Victor Hugo, vous retrouverez parfois des auteurs tout à fait confidentiels, mais vous ne trouverez pas Dumas. Parce que je pense que Dumas était trop vivant. Alors on peut dire que son style était moins... Mais je relisais l'autre jour pour justement préparer ce livre 93 et enfin si vous comparez La Dame de Montsoreau 93, vous comparez le traitement par Victor Hugo d'une époque, le traitement par Dumas, évidemment Victor Hugo a cette force poétique, etc., mais je trouve que la vie, la fraîcheur et d'ailleurs la lisibilité aujourd'hui de Dumas est absolument intacte, quoi. C'est-à-dire vous pouvez le lire sans la moindre sans sentir sans vous sentir déphasé, sans archaïsme, sans rien du tout. C'est vraiment, il y a quelque chose de... Et donc je mettrai en second. Après, bon, il y a Giono, moi beaucoup aussi influencé, parce que je pense que Giono est un auteur qui a été mal compris, puisqu'on en a fait un auteur provençal, presque régional, alors qu'en fait Giono, à la fin de sa vie, donc, il
il y a des interviews de Giono où il dit, on lui pose la question, il dit où sont vos héros, où est-ce qu'ils vivent vos héros, hein? Et il raconte qu'il était allé vers la fin de sa vie, il a fait un voyage en Écosse. Il est arrivé en Écosse, puis il a regardé le paysage et il a dit c'est là que ça se passe. Mes héros en fait étaient là et je ne savais pas. Et tout ce qu'on avait pensé être provençal chez lui est en réalité situé dans un autre univers. Alors, en plus, il y a plusieurs étapes, enfin, il y a plusieurs courants dans l'œuvre de Giono. Moi, j'ai toujours été plus sensible à son courant stendhalien, si vous voulez, le courant du Sar sur le toit, Angelo, etc., qu'au courant provençal. Mais même, je trouve qu'il y a une sorte de surréalisme dans la manière d'écrire, de présenter à la fois ces personnages, mais surtout ces paysages, qui est extrêmement forte. Et puis si je cite un dernier auteur, parce que justement pour me situer, enfin deux, c'est Simenon, parce que là aussi c'est un auteur auquel on a rendu justice récemment en le publiant dans la Pléiade. Mais c'est fascinant. C'est une Belge, une journaliste belge, j'ai déjeuné l'autre jour, qui me racontait ça, qui disait, si vous relisez, vous regardez les relations entre Simenon et Gide, son époque. Gide était le grand maître et Simenon rampait devant Gide. Hein. Alors je sais qu'on est dans un forum Charles Gide, mais là je parle d'André Gide. Mais c'est les neveux. Ah bon. Mais loin de moi l'idée de critiquer André Gide, mais simplement il y avait un rapport entre eux qui était un rapport de maître à élève. Et Simenon, la correspondante, il écrivait, il disait « Oh maître, j'ai essayé encore de faire un roman, je vais peut-être arriver à faire un roman, etc. » Bon. Et il avait l'impression d'être rien du tout à côté de Gide, qui était à l'époque le grand homme, et qui ne se privait pas de le faire savoir. Eh bien, 50 ans plus tard, Simenon est dans la Pléiade, et Gide, alors c'est peut-être injuste, mais on ne lit plus Gide, en tout cas on ne le lit plus autant. En tout cas, je parlais récemment chez Gallimard, parce que c'est eux qui ont les droits, le fond sur Gide, les livres de fond sur Gide, si vous voulez, qui lit les faux monnayeurs aujourd'hui? Alors, je ne dis pas que c'est l'un ou l'autre, ou l'un contre l'autre, on peut lire les deux. Je dis simplement qu'il y a des écrivains auxquels il faut rendre justice, et que Simenon en est un. Je pense que Simenon est un des plus grands témoins de son siècle, et je dois dire que la veuve Coudert, l'aîné des fers chauds, enfin tous ces ce qu'il appelait les romans durs, pour moi sont des chefs-d'œuvre vraiment du XXe siècle. Et puis dans le même ordre d'idée, si je puis dire, bien que ce soit très différent sur un auteur français, John le Carré. John le Carré est un auteur de genre. Alors ça aussi, ça mérite d'être défendu. Parce que John le Carré, quand il publie un livre, on le met dans les polars, dans les thrillers, je sais pas où vous le mettez, mais il est mis dans ces livres de genre. Alors que, je veux dire, les Impurs Espions, le livre sur son père, si vous voulez, à mon avis, est un des chefs-d'œuvre de ce qui a été écrit au XXe siècle sans parler de la trilogie des Smiley, etc., la taupe et autres. Je pense que c'est un des auteurs qui a le mieux capté son siècle, tout ça dans la veine de Graham Greene, etc., qui lui était peu reconnu, mais qui n'a quand même jamais eu la consécration, et notamment le Nobel, auquel, à mon avis, il pouvait prétendre. Donc voilà, on ne sait pas pour faire justice, mais quand même. Je trouve qu'il n'est pas mauvais dans un essai sur la littérature romanesque. Monsieur au milieu. Après, je vais clôturer. Tous les présidents de la République avaient pris pour habitude de nommer à des postes diplomatiques des non-diplomates de carrière. Or, ce matin, le Conseil d'État vient d'annuler une décision, apparemment 21 décisions. Que pensez-vous de cette décision? Mais je crois que j'ai droit à un joker par soirée. Oui, non. Bon, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a deux choses dans cette affaire. Il y a un aspect, je dirais, syndical, qui, moi, m'est pas très sympathique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de nommer
dans ces corps des gens qui n'en font pas partie. C'est-à-dire que quand vous nommez un diplomate qui vient de notre horizon, il y a un mouvement un peu corporatiste, si vous voulez, qui fait que ça n'est pratiquement plus possible. Je trouve ça dommage, parce que personnellement, je pense qu'il y avait là une tradition que le président Mitterrand, par exemple, a poursuivi avec François-Régis Bastier, avec Gilles Martinet, avec des gens comme ça, qui était intéressante parce que moi je l'ai vécu à titre personnel, le fait d'ouvrir un peu ces corps, je ne dis pas de les bouleverser, mais je veux dire le fait de leur apporter un peu ce qu'on appelle finalement les tours extérieures dans certaines administrations. Bon, je trouve ça bien, et l'expérience montre que ça apporte quelque chose, à condition évidemment tout le monde joue le jeu, c'est-à-dire que les personnes qui viennent de l'extérieur ne soient pas là en vacances, mais qu'ils apportent quelque chose. Moi je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien, et je trouve dommage, si vous voulez, qu'il y ait une sorte de réaction qu'en même temps on peut comprendre, parce que la démographie de ces corps est difficile en ce moment, que par ailleurs il y a une féminisation obligatoire avec des espèces de quotas qui font que pour la plupart des hommes dans ces fonctions, c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de mal à avoir des postes, donc quand ils voient arriver quelqu'un de l'extérieur, bon, évidemment, ils réagissent. Donc il y a cet aspect corporatiste qui, moi, ne m'est pas très sympathique et qui est dommage. Après, il y a le cas particulier de la personne en question, savoir si c'est un bon écrivain, pas, ou te dire, là, moi, j'ai pas d'opinion, je peux vous dire que je dirais même que c'est pas ce qui est en jeu, quoi. Ce qui est en jeu, après tout, c'est une décision discrétionnaire du chef de l'État. Personnellement, j'ai rien contre, et quand on m'avait demandé à l'époque, quand il avait été nommé, ce que j'en pensais, j'avais été plutôt favorable. En tout cas, je suis favorable sur le principe, si vous voulez. Après, voilà, il y a une décision, il faut la respecter, mais je trouverais dommage, si vous voulez, qu'on se prive désormais de tout apport extérieur dans les grands corps de l'État, parce que ça leur fait du bien. Bien. Il n'y a plus de questions, donc je propose qu'on réapplaudisse notre orateur. Je vous rappelle que son dernier livre est en vente avec notre libraire et qu'il y a la grande librairie de mercredi.